Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Que vous réserve ce journal? Éléments de réponse dans ce sommaire. La commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale s'est tenue au ministère français de la Santé à Paris. La délégation monégasque était conduite par Stéphane Valéry. Nous prendrons à nouveau la direction d'Haïti où s'est rendu le souverain pour la visite, cette fois-ci d'un laboratoire Geskio. Retour sur le Rocher enfin avec le Snapper Club du musée océanographique. Vous en saurez plus dans un instant. Lundi s'est tenue à Paris la réunion annuelle de la commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale. La délégation a été conduite par le conseiller de gouvernement aux affaires sociales et à la santé, Stéphane Valéry. 9 points étaient au cœur de cette réunion sur laquelle revient Patricia Navarro. Chaque année est organisée entre la France et la Principauté une réunion de concertation ayant pour toile de fond les grands dossiers de sécurité sociale. Après Monaco en mai dernier, c'est cette fois au ministère de la Santé français à Paris que se sont retrouvées délégations françaises et monégasques. Nous essayons de trouver des accords pour faciliter la mobilité des personnes et des entreprises entre nos deux territoires. Notre frontière est très étroite, elle est, dit-on, semée de fleurs. Et effectivement, nous avons besoin d'assurer la meilleure coordination et harmonisation en termes de protection sociale pour les travailleurs des deux côtés de cette frontière de fleurs et de pouvoir permettre aux entreprises d'avoir la meilleure activité économique au-delà de cette frontière de part et d'autre. Au premier rang des discussions, l'important dossier de la T2A, la tarification à l'activité, un vaste chantier engagé en France depuis plusieurs années et qui va demander un certain nombre d'aménagements en principauté. C'est le nouveau mode de remboursement de la sécurité sociale française qui concerne donc de nombreux assurés sociaux français qui se font soigner à Monaco dans nos établissements de soins. Ce que nous demandons, c'est d'abord un délai. Et nous l'avons obtenu puisque, a priori, la date d'application pour Monaco, ça sera 2017, donc ça nous laisse quelques années pour nous y préparer. Et ensuite, ce que nous demandons, de manière équitable, car nous assurons des missions d'intérêt général pour la France, notamment avec notre service d'urgence qui accueille de très nombreux habitants de l'Est des Alpes-Maritimes. Ce que nous demandons, c'est une enveloppe financière complémentaire qui vienne s'ajouter au forfait de la T2A française et qui prenne en compte le rôle effectivement que nous jouons pour la population française grâce à nos structures de soins. Autre dossier portant sur un avenir proche, celui du télétravail. Il représente une manne économique non négligeable et permettrait aux entreprises monégasques de se développer en surmontant les difficultés liées au manque d'espace et au coût élevé des loyers. Il s'agit donc aujourd'hui de déterminer comment s'effectuera la prise en charge de tous ces salariés qui seraient pour la plupart français et travailleraient depuis leur lieu de résidence dans le département voisin. Nous sommes près d'un accord, nous sommes d'accord sur beaucoup de points, nous sommes d'accord pour imposer un tiers de présence au moins dans les bureaux monégasques à ces télétravailleurs. Nous sommes d'accord pour refuser l'implantation de sociétés françaises de télétravail qui viendraient après l'accord souhaiteraient s'installer chez nous. Nous sommes d'accord pour la prise en charge à 50% pour chacune des parties, donc des frais de maladie de ces télétravailleurs et de leurs ayants droit. Il reste un point dans la négociation où nous avons entendu aujourd'hui donc la dernière proposition française. Elle nous propose donc de prendre en charge ces télétravailleurs pour les 50% de maladies au-delà de 15 ans de télétravail à Monaco. Nous avions souhaité un petit peu plus de durée. Le gouvernement monégasque doit donc maintenant étudier les ultimes propositions françaises dans ce dossier du télétravail. À noter également que lors de la réunion de la commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale a été évoquée la possibilité d'un arrangement administratif pour permettre aux professionnels de santé de la Principauté de se voir délivrer la carte française liée à leur activité. Nous retournons en Haïti à présent. Après la visite effectuée au cœur de l'école financée par le Monaco Collectif Haïti par le Prince Albert II, suite de notre série de reportages consacrée aujourd'hui à la santé. Le souverain a en effet effectué une visite au cœur de l'un des laboratoires du centre Geskio. Le reportage sur place de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. 26 centres Geskio dans tout le pays, centres créés en 1982 par le docteur Jean-William Pape et le docteur Marie Deschamps. C'est l'un des plus anciens groupes de recherche au monde à travailler sur le VIH. Le souverain et la délégation monégasque ont visité un des centres qui abrite le laboratoire Rodolphe Mérieux, situé dans la capitale à Port-au-Prince. Une référence dans le domaine de la santé publique haïtienne.
30 000 nouvelles personnes nous visitent par année. 60% sont des femmes, 20% sont VIH positifs. Parmi les 20% VIH positifs, 30% auront une tuberculose. Et c'est ce que le docteur Pape montrait tout à l'heure. Ce qui est encore plus poignant, c'est que 3% à 5% des patients qui présenteront une tuberculose auront une tuberculose multirésistante et qui coûte près de 22 000 $ par année pour la prise en charge. Donc ce que nous voulons, c'est faire le diagnostic tôt, précoce. Grâce à la Fondation Mérieux, nous avons pu construire ce fameux laboratoire qui est le seul de la région qui permet de faire les diagnostics tôt de ces différentes pathologies et pour offrir leur prise en charge. Sur le point sanitaire, Haïti est attaqué sur tous les fronts. Épidémie de choléra, depuis 2010, plus de 300 000 personnes touchées, 100 000 tuberculeux, sans parler évidemment du sida, mais aussi la syphilis, des diarrhées infantiles, la malaria et autres. Jusque dans les années 70, Haïti était surnommé la perle des Antilles. Le pays est aujourd'hui un des plus pauvres au monde. Les causes, des années et des années d'instabilité politique, de nombreux ouragans et bien sûr le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010. Ça a été un choc, mais aussi un traumatisme qui vous reste à jamais, puisque déjà un pays pauvre, un pays où la population souffre à cause de tant de problèmes majeurs de santé publique, d'éducation, économie et politique, maintenant a été atteint par ce tremblement de terre. D'abord, il fallait traiter les cas de tous les traumatisés qui avaient, les amputés, et il fallait accompagner les femmes qui quand même devaient accoucher, les enfants qui étaient abandonnés, qui cherchaient leur mère et leur père. Et il fallait donc prendre en main la communauté, la population. Dans un sens, ce que ça a fait comme positif, je pense que dans la vie, dans tout ce qui est négatif, il faut chercher le positif. Ça nous a rapprochés encore de plus près de la communauté. Je dois vous dire, nous autres cliniciens, on a tendance à rester dans notre laboratoire, dans notre clinique, attendre les patients arriver. Ce que ça a fait au Guescio, ça nous a permis maintenant d'aller vers la communauté, essayer de comprendre davantage leurs problèmes. Et c'est là qu'on a vu l'état de sanitation du pays. C'est ainsi qu'on a le choléra maintenant, on a la malaria. Enfin, il y a tous ces problèmes que nous devons gérer, y compris le sous-développement et la pauvreté. Mais grâce à vous, je suis sûre qu'on va arriver. Je reste très optimiste, moi. L'espoir, souvent le seul moteur de survie. Le pays pourtant ne peut s'en sortir seul. Le gouvernement, les Haïtiens ont besoin de la communauté internationale. Après la construction d'une école financée par le Monaco Collectif Haïti au lendemain du tremblement de terre, la coopération internationale de Monaco devrait prochainement soutenir un projet de lutte contre le sida. Projet en collaboration avec Phytets Monaco et le partenaire américain déjà sur place, Housing Works. Dans le reste de l'actualité à présent. Retour en principauté où 2 cérémonies de lettres de créance ont été organisées au Palais Princier. La première avec Mohamed Mustafa Kamal, ambassadeur extraordinaire de la République arabe d'Égypte. Autre ambassadeur accrédité auprès de la principauté, Vilma Kathleen McNish, qui représente la Jamaïque. Cérémonie, vous l'avez vu, en présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II et du conseiller de gouvernement aux relations extérieures, José Badia. Humanitaire, lancement de l'aide alimentaire d'urgence aux populations déplacées du Nord Mali. Pour soutenir les populations déplacées du nord du pays à Bamako et ses environs, le gouvernement princier, à travers le consulat de Monaco au Mali, a débloqué la somme de 40 000 € afin de distribuer des kits alimentaires en faveur de 10 000 personnes. La cérémonie de lancement de cette aide d'urgence s'est déroulée le vendredi 15 février. Un mot de football à présent pour clore ce volet d'information. En bref, Monaco s'est imposé sur la pelouse de Dijon avec 2 buts, un doublé signé Valère Germain. Coup de projecteur à présent sur le musée océanographique. Si vous êtes parent, ce reportage devrait bien vous intéresser car le musée propose en effet diverses animations destinées à la jeune génération pour la sensibiliser au monde marin. Élodie Messager vous en dit plus. Nourrir les requins, mieux connaître les tortues, caresser une étoile de mer et même fabriquer une station météo. Voici quelques-unes des activités proposées par le musée océanographique pendant les vacances scolaires. Du 18 au 29 février, le Snapper Club ouvre ses portes aux 8-12 ans. Il y a toute une série d'activités qu'on propose du lundi au vendredi. Ils vont voir des petits bébés clowns qui sont nés il n'y a même pas un mois. Et puis ils vont découvrir la reproduction des coraux. Et bien sûr, on va nourrir les tortues parce que c'est eux-mêmes qui vont préparer la nourriture et nourrir aussi les requins. Une approche ludique et pédagogique pour sensibiliser les enfants à la préservation de l'univers marin.
Pendant une semaine, ils endossent le costume d'explorateur et cela commence par une grande chasse au trésor. Ça va consister premièrement à découvrir le musée. Alors c'est un bon objectif pour les enfants parce qu'en même temps il y a un but, c'est de découvrir pour eux le trésor à la fin en résolvant des énigmes en fait, sur le musée où il y a plein de petites questions qui leur sont posées. Ils doivent donc découvrir des mots-clés et en découvrant ces mots-clés, ils auront accès plus tard au trésor. Grâce à cet outil, le Google Liquid Galaxy, ça nous permet également de nous balader sur la planète pour voir ce qui se fait dans la mer, pour la conservation de la mer et des océans partout dans le monde. Un stage qui éveille la curiosité de nos apprentis scientifiques impatients d'approcher les animaux qui peuplent les océans. Un peu tous les animaux nous intriguent, c'est pour ça qu'on est venu faire ce stage. On aime beaucoup aussi les océans, tout ce qui entoure l'océan, les orques. Ça nous permet aussi de découvrir des animaux qu'on ne connaissait pas, comme les animaux artificiels, voilà, des trucs comme ça. Et un animal suscite plus de questions que d'autres. C'est vrai qu'il a mauvaise réputation. Une petite mise au point est d'ailleurs nécessaire. Il y a plein de gens qui sont allés nager avec des grands requins blancs sans protection et qui n'ont jamais eu de problème. Voilà. Les requins, ils ne vont pas forcément attaquer l'homme parce qu'ils n'aiment pas forcément l'homme. La plupart du temps, ces attaques, ce sont des erreurs. Voilà. Ce sont des erreurs. La plupart du temps, ce sont les surfeurs qui sont attaqués parce que les surfeurs, quand ils sont en train de nager avec leur planche, dans la planche de surf, du coup, voilà, les requins, ils peuvent le voir de dessus. Si l'eau est un peu trouble, etc., du coup, il va remonter vite, il va attraper. Et nos petits snappers sont très attentifs. Toute la semaine, ils tiennent un carnet de bord. Le dernier jour, ils devront imaginer un conte sur les océans, un souvenir qu'ils emporteront avec eux. Autre idée de sortie pour ces vacances scolaires, le stade nautique Régnier 3 qui vous accueille sur le quai Albert Ier. Le stade nautique qui s'est transformé depuis quelque temps en patinoire. Il sera encore ouvert jusqu'au début du mois de mars. Il vous reste donc une quinzaine de jours pour profiter de la glace monégasque. Et après les faits d'actualité, passons aux effets du ciel pour les jours à venir. Mercredi, temps assez beau, moins ensoleillé que la veille, température comprise entre 8 et 14 degrés. Jeudi, ciel plus incertain, avec un soleil caché partiellement par les nuages, comptez 12 degrés au meilleur de la journée. Vendredi, un temps de plus en plus frais, avec beaucoup de nuages. Samedi, des nuages d'averses qui devraient laisser leur place au soleil au cours de l'après-midi, température plus fraîche que les jours précédents, entre 6 et 9 degrés. C'est sur ces informations météorologiques que nous refermons cette édition, une édition que vous pourrez retrouver sur Monaco Channel à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de votre écran. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes sur Monaco Info et du cinéma, les sorties de la semaine signées José Sacré et une rencontre avec Vincent Vatrican. À très bientôt.